Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet rigolo, léger, mais vous verrez aussi très riche d'informations. Je vais vous parler de vos gaz intestinaux, de mes gaz intestinaux aussi, parce que oui, bien sûr, je pète, je suis humaine, c'est naturel, et on va voir ensemble pourquoi c'est naturel et pourquoi c'est bénéfique et important de nous laisser péter tranquillement sans culpabiliser. Parce que c'est vrai que péter, en fait, c'est tabou, c'est gênant. Ce qui m'a d'ailleurs inspiré cet épisode, c'est une discussion à 3 heures du matin avec des copines, pas plus tard qu'hier soir. Et je me disais, mais il faut vraiment qu'on en parle, en fait. Parce qu'on entend souvent cette expression péter, c'est la santé. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une façon de dédramatiser quelque chose qui nous embarrasse quelque peu? Donc dans cet épisode, je vous propose de plonger dans la physiologie de nos gaz. On va comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont parfois silencieux et inodores et parfois, disons-le, beaucoup moins discrets. Et on va aussi voir quand les gaz deviennent le signe que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond au niveau de notre système digestif. Alors installez-vous confortablement et promis, on va voir ce sujet de manière légère et ludique à la fois. Alors avant toute chose, on pourrait se demander d'où viennent nos gaz. Et là, il y a 3 sources qui sont les plus importantes. Ce n'est pas les seules, mais c'est vraiment celles qu'on retrouve communément. La première, c'est l'air qu'on avale. Parce qu'en effet, dès qu'on parle, dès qu'on mange, dès qu'on boit de l'eau, eh bien, on va avaler de l'air. Et c'est ce qu'on appelle l'aérophagie. Et cet air représente 70% de l'air qu'on a dans notre estomac. Il y a une partie qui remonte et qui sort en éructation, et puis il y en a une autre qui part au niveau intestinal. Et d'ailleurs, certaines personnes sont plus susceptibles d'avoir des rots et d'autres plus susceptibles de péter. Parfois, il y a les deux, ça dépend. Mais en tout cas, c'est un processus normal. D'ailleurs, la petite astuce au passage, si vous êtes sujet ou sujette au ballonnement, l'invitation c'est de mastiquer plus longuement parce que ça va vous permettre aussi de mieux insaliver vos aliments. Et on a de l'amylase salivaire, on a des enzymes très importantes au niveau de la salive et c'est ça qui va aussi permettre de prédigérer notamment les glucides. Donc dès que vous mangez des produits céréaliers par exemple ou des sucres, le fait de manger aussi plus calmement, de ne pas parler en mangeant, ça évite d'avaler de l'air et vous verrez, vous aurez moins de ballonnement. Idem, si vous buvez avec une paille ou si vous consommez des boissons gazeuses, ça va fortement aggraver aussi l'absorption d'air et donc les gaz. Donc pensez-y, si vous avez un rencard, évitez les pailles, évitez la San Pellegrino et mastiquez bien. La deuxième source majeure de gaz, c'est les fermentations bactériennes qu'on a au niveau de notre côlon. Disons-le clairement, c'est la principale source de flatulence qui nous vient donc directement de notre microbiote intestinal qui va fermenter grâce aux apports en fibres en grande majorité, mais aussi d'amidon résistants ou de certains sucres. Ce processus de fermentation, il est totalement naturel, il est même bénéfique et je vais y revenir, mais il produit aussi des gaz, donc de l'hydrogène, du dioxyde de carbone et chez 30% des personnes, du méthane. Et enfin, la troisième source, eh bien, c'est purement des réactions chimiques. Par exemple, quand du bicarbonate est sécrété par votre pancréas, ça va neutraliser l'acidité gastrique et ça crée du CO2. C'est tout à fait normal et c'est de la chimie pure. Maintenant, ces flatulences, elles sont évidemment constituées de gaz, mais la majorité sont inodores à la base parce qu'on a l'azote en très grande quantité, l'hydrogène, le dioxyde de carbone, du méthane, comme je le disais précédemment. Mais si certains P sentent mauvais, c'est à cause d'une toute petite quantité de ce qu'on appelle le sulfure d'hydrogène, le méthanéthiol, le diméthylsulfure. Et ce sont des molécules qui représentent que 1% du volume total des gaz qu'on évacue, mais qui sont responsables de 100% de l'odeur. Et notre nez y est extrêmement sensible et c'est ce qui fait que ça peut rendre un P, disons-le, mémorable. Alors là, vous vous demandez peut-être, ok, super, mais c'est quoi la quantité de gaz normale qu'on serait censé avoir? Donc on produit en général entre 0,5 et 2 litres de gaz par jour et avoir 10 à 20 flatulences par jour est tout à fait normal. Vous avez bien entendu, 20 par jour, c'est tout à fait normal, ok? Donc si jamais vous pensez péter trop, eh bien en fait, c'est une erreur. Alors j'entends déjà certaines personnes dire non mais jamais je fais ça. Et là j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez conscience des P que vous faites quand vous dormez? Et là, personne ne peut répondre. En vrai, personne ne peut répondre. Et surtout, je suis sûre que vous avez déjà entendu péter votre partenaire en dormant. En tout cas, quand il dormait. Donc, soyez rassurés, les amis, si vous pétez plusieurs fois par jour, c'est tout à fait normal. Maintenant qu'on sait ça, on pourrait se dire, ok, mais est-ce que c'est toujours signe de bonne santé et quand est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter? Donc, je vais commencer déjà à vous présenter ce qui est plutôt bon signe. Quand vous pétez, c'est signe que votre microbiote est en bonne santé. Pourquoi? Parce que quand vos bactéries intestinales fermentent, notamment les fibres que vous mangez, elles produisent des gaz, mais elles produisent aussi des substances qui sont extrêmement bénéfiques, comme les acides gras à chaîne courte. Ces acides gras, c'est le butyrate, c'est le propionate, c'est l'acétate, et ils sont très bénéfiques pour nourrir les cellules de votre côlon, pour réguler l'inflammation dans votre corps,
pour renforcer la barrière intestinale et pour moduler aussi le système immunitaire. Et quand on dit moduler, c'est important parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une réponse qui est juste. Ni trop, ni pas assez. Donc d'avoir des gaz quotidiennement, c'est avant tout un signe que votre microbiote fonctionne et ça, c'est plutôt bon signe. Ensuite, avoir des flatulences, ça révèle aussi que vous mangez assez de fibres, donc des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, ce qui est très bénéfique. On en a besoin pour une bonne santé intestinale et donc une bonne longévité en bonne santé à long terme. Et puis, comme autre signe positif, on pourrait parler de ce paradoxe du sulfure d'hydrogène, parce qu'en fait, ce sulfure, c'est un gaz qui sent très mauvais, mais en réalité, il a aussi des effets bénéfiques sur nos cellules intestinales, en tout cas quand il est en petite dose, d'accord, quand il est régulé et qu'il n'est pas en excès. Il va notamment permettre de réguler l'inflammation et donc de nous protéger contre le stress oxydatif. Donc vous voyez, même dans ce qui ne sent pas très bon, il y a toujours quelque chose à tirer quand même. La nature est bien faite. Donc à ce stade, le verdict, c'est que péter régulièrement, sans douleur, sans odeur, c'est effectivement signe d'une bonne santé. Ça montre que votre microbiote fonctionne, que vous mangez les aliments qui nourrissent ce microbiote, on parle de prébiotiques, et ça montre que votre transit évacue normalement les déchets gazeux. Donc tout va bien. En revanche, parfois les gaz nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est dans les cas de dysbiose ou alors de SIBO. SIBO, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ça veut dire prolifération bactérienne de l'intestin grêle. C'est une pathologie qu'on a eu du mal à comprendre. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux comment ça se passe. Et il y a 3 types en fait, de SIBO différents. Vous allez avoir ce qu'on appelle le SIBO à hydrogène. Là, on va avoir des productions d'hydrogène qui prolifèrent. Les symptômes, c'est des ballonnements qui arrivent très rapidement après les repas, souvent dans la demi-heure, voire l'heure qui suit le repas. Et c'est souvent accompagné de diarrhée ou de phénomènes de malabsorption, donc avec des déficits, des carences nutritionnelles. Et c'est le type de SIBO le plus commun. Ensuite, on va avoir le SIBO à méthane, qu'on appelle aussi l'IMO. Là, on a des archées, pas des bactéries, qui produisent du méthane. Les symptômes, c'est davantage de la constipation chronique ou alors des ballonnements qui persistent aussi. Ça dure plus longtemps dans le temps parce que le méthane va ralentir le transit intestinal. Et il est un peu plus difficile à traiter que le SIBO à hydrogène. Et puis on va avoir un SIBO mixte, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un excès d'hydrogène et de méthane. Les symptômes, en fait, c'est l'alternance des deux, donc un coup on constipe, un coup on a des diarrhées, et c'est parfois le plus complexe à gérer aussi. En tout cas, si vous avez des ballonnements systématiques après les repas, avec cette sensation en fait d'être enceinte, et que c'est douloureux même, il est important de faire, pourquoi pas, un test respiratoire ou des analyses plus approfondies pour voir, 1, si vous avez un SIBO, et 2, quel type de SIBO, afin d'avoir l'accompagnement le plus personnalisé possible. Ensuite, l'odeur des gaz est très importante. Quand il y a des gaz qui sont très très forts, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça peut vous donner une indication justement sur les fermentations excessives et ce à quoi elles sont liées. De manière générale, déjà, les gaz qui sont vraiment très malodorants montrent qu'il y a un excès de soufre, et ça peut venir de différentes sources. La première, l'une des plus communes, c'est les excès de protéines. Donc si vous mangez trop de viande rouge, trop d'œufs par exemple, et que ça sent vraiment mauvais, c'est signe d'une putréfaction. En fait, les protéines que vous digérez mal, par exemple par un manque d'enzymes digestives, eh bien, vont être décomposées par des bactéries qui, elles, vont produire ces fameux composés soufrés, et c'est ça qui sent très fort. Les aliments riches en soufre aussi, évidemment. Donc tout ce qui est crucifère, les brocolis, le chou-fleur, l'ail, l'oignon également. Les œufs en sont très riches aussi. Si vous en mangez beaucoup, si vous les mastiquez mal, encore une fois, si vous manquez d'enzymes digestives, ça peut en fait tout simplement se retrouver après dans vos gaz avec des odeurs assez fortes. Donc si, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de paix, mais que quand vous vous êtes fait une omelette au brocoli avec de l'ail et de l'oignon, vous pétez, que ça sent, c'est normal, d'accord ? Il ne faut pas s'alarmer. L'idée, c'est de vraiment comprendre quand c'est chronique et différencier ça avec quelque chose qui est occasionnel. Ça peut aussi être lié à une malabsorption des graisses, parce que les graisses qui ne sont pas absorbées par l'intestin vont générer ces flatulences particulièrement fétides, et ça peut indiquer une insuffisance pancréatique ou biliaire. Et enfin, ça peut aussi être lié à un excès de sulfure d'hydrogène qui est toxique pour les cellules intestinales. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup quand il y a de l'inflammation chronique de l'intestin, quand il y a des maladies inflammatoires, genre Crohn par exemple, voire même un cancer colorectal. Donc quand c'est très odorant et que ça devient régulier, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, il est important de consulter. Et puis il y a aussi des personnes qui produisent énormément de gaz et au-delà de la mastication qui pourrait être déficiente ou au-delà d'un apport trop rapide en fibres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas habitué à manger des lentilles avec des pois chiches et des céréales complètes et beaucoup de légumes,
C'est ce qui peut se passer, par exemple, si vous avez plutôt un régime, on va dire, traditionnel, alimentation moderne, pauvre en fibres, et que vous êtes invité chez votre pote végane ou végétarienne. Là, il est possible qu'il y ait beaucoup de flatulences dans les 24 heures qui suivent. Mais en dehors de ces contextes-là, si vous introduisez normalement et si vous mastiquez bien, ça peut aussi être lié à un excès de FODMAPs. Les FODMAPs, c'est ces sucres fermentescibles. Donc on a les oligosaccharides, on a les disaccharides comme le lactose, on va avoir les monosaccharides comme le fructose et les polyols. Et certaines personnes les digèrent mal. Alors là, vraiment, parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui suivent le régime sans FODMAPs. C'est un régime qui va limiter, bien sûr, les symptômes et donc limiter les inconforts, mais ce n'est absolument pas un régime thérapeutique. Ça, c'est des choses dont je parle plus en formation, mais l'idée, c'est d'aller nettoyer l'intestin, de le réparer, puis de le réensemencer avec des bonnes bactéries. Donc, un régime sans FODMAPs va juste nous permettre de limiter les troubles, mais en aucun cas de guérir. Donc, c'est important de bien l'avoir en tête, parce qu'il y a beaucoup de praticiens, de micronutritionnistes, de médecins parfois qui disent faites un régime sans FODMAPs, mais le problème, c'est que dès que vous réintégrez, c'est encore pire. Et surtout, vous n'avez rien réparé entre-temps. D'accord? Donc moi, je ne suis absolument pas pour ce régime-là. Là, c'est vraiment plus pour vous dire, ça vous permet de savoir peut-être quelle est la cause de l'excès de fermentation. Et puis, ces fermentations excessives, ça peut aussi être lié à des intolérances alimentaires, comme du lactose, du fructose, du gluten, des œufs. Il y a beaucoup d'intolérances aussi au soja, etc. Et là, bien sûr, on peut aussi avoir des gaz à cause de ça. Donc, les signes d'alerte qui devraient vous montrer qu'il y a quelque chose de problématique, c'est quand vos gaz sont associés à des douleurs abdominales intenses, à des ballonnements, souvent des ballonnements qui perdurent ou alors qui sont chroniques, c'est-à-dire que ça arrive à chaque repas. Ça peut être aussi un changement brutal de transit, ça veut dire qu'un coup, vous avez un transit normal et puis vous passez à de la diarrhée ou à de la constipation. Et puis bien sûr, s'il y a de la fièvre, des nausées, des vomissements, de la présence de sang dans les selles ou même une perte de poids inexpliquée, là, il est urgent de consulter, ça peut être un problème bien plus grave aussi. Alors peut-être qu'à ce stade, vous êtes en train de vous dire « Alors attends, j'ai peut-être un souci de santé », donc je vais vous dire très brièvement ce que vous pourriez faire, surtout avec une approche holistique, naturopathique. La chose la plus importante, bien sûr, c'est d'évaluer la situation. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a des tests qui peuvent être bénéfiques. Je vous parlais des tests respiratoires précédemment, notamment dans le cadre de dysbiose, de SIBO ou d'IMO. On peut penser à faire des analyses de sel aussi, des analyses complètes pour bien évaluer le microbiote, voir s'il y a des parasites, voir aussi s'il y a de l'inflammation. Et ça peut être très intéressant d'avoir un journal alimentaire à tenir pendant, je dirais, au moins 2 semaines pour évaluer à quel moment vous réagissez, pour prendre conscience aussi, parce que parfois, certaines personnes pensent que ça va, c'est que de temps en temps, alors que quand elles tiennent un journal alimentaire, elles se disent non, en fait, c'est au moins 1 fois par jour, voire 2 fois par jour pour les repas les plus importants. Ou alors, parfois, ça permet d'identifier que ça vient que du café, par exemple, ou du chocolat. Et donc, en éliminant ces aliments-là, tout d'un coup, tout va mieux. Donc, ça vous évite, si vous voulez, de perdre du temps et de l'argent parfois aussi avec beaucoup d'analyses quand vous tenez ce genre de journal. Donc ça, c'est fortement recommandé. En termes d'habitudes quotidiennes, clairement, je vais me répéter, mais c'est important de le dire, la mastication, c'est fondamental. Donc l'idée, c'est pas forcément de mastiquer 30 fois ou de commencer à compter, d'accord, le nombre de fois où vous mâchez. C'est plus de vous dire, ce que je mange doit être liquide quand je l'avale. Ce que vous mettez en bouche doit vraiment être bien mélangé à la salive et devenir une espèce de pâte que vous avalez. Là, vous savez que vous êtes bon et que vous allez grandement optimiser votre digestion grâce à ça. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui perdent du poids et qui n'ont plus de ballonnement juste quand elles se mettent à bien mastiquer. Le fait de ne pas boire en mangeant aussi, ça va être important. Pourquoi? Parce que quand vous buvez au moment du repas, ça va diluer les sucs digestifs. Donc il vaut mieux boire avant les repas, par exemple 1 demi-heure avant, quand vous vous mettez à préparer ou à réchauffer votre plat, vous pouvez boire un petit peu. Attendez à peu près 20 minutes, 1 demi-heure, c'est le minimum, j'aurais tendance à dire. Et surtout, pensez à vous mettre des alarmes dans la journée pour boire régulièrement. Ne pas arriver assoiffé à table, parce que ça, c'est un gros problème qui fait que vous avez moins d'enzymes digestives puisqu'elles sont diluées et ça peut créer des problèmes de maldigestion. Ensuite, manger dans le calme. Dans mes formations, je montre en détail tout le système nerveux, le système digestif et on voit à quel point l'estomac est entouré de nerfs. Et si on est en train de regarder les informations, de sortir de réunion, de parler avec un collègue ou un membre de sa famille de quelque chose qui nous tend quelque peu, on ne pourra pas digérer correctement. Et notre corps a besoin d'être dans un état de calme, de repos, pour avoir une bonne digestion, pour bien sécréter les enzymes nécessaires. C'est pourquoi je recommande souvent de faire de la cohérence cardiaque, d'ailleurs, avant de manger, ou juste de respirer profondément, en fait, d'être dans un contexte où vous êtes au calme.
Vous pouvez vous isoler aussi de temps en temps, ça peut faire du bien, de manger à l'extérieur, mais quoi qu'il arrive, fuyez le stress quand vous mangez. Ensuite, si par exemple dans votre journal alimentaire, vous vous rendez compte que vous êtes sensible plutôt aux crudités ou aux cuissons qui ne sont pas totales, et bien préférez dans un premier temps des cuissons à l'étouffée, des cuissons plus longues, des choses qui sont cuites à la vapeur pour vous assurer de mieux digérer. Il faut savoir aussi que naturellement, selon les saisons, notre feu digestif, c'est-à-dire notre capacité à bien digérer les aliments, diminue. On a un meilleur feu digestif durant l'été que durant l'hiver. C'est pourquoi pour ma part, je recommande plutôt des choses crues durant l'été. Par exemple dans IG Starter, d'ailleurs en ce moment, aujourd'hui, on a une grosse promo sur le programme IG Starter, qui est un programme saisonnier où je vous accompagne sur tous les plans de votre santé physique, émotionnelle, mentale, nutritionnelle bien sûr, au fur et à mesure des saisons. Je vous explique ça. Et les menus sont conçus pour avoir quelque chose de plus cuit, de plus chaud durant l'automne et l'hiver et de plus cru et vivant durant l'été. Mais c'est tout simplement aussi pour respecter ce feu digestif qui varie naturellement. Et puis, pour continuer sur les recommandations, je le disais précédemment, soyez vigilants si vous êtes en changement alimentaire par rapport à l'apport en fibres. Allez-y progressivement, d'accord ? Vous pouvez faire des tests sans FODMAP si c'est quelque chose qui vous appelle. Pour moi, ce ne serait pas en première intention et surtout, ce ne serait pas sans un suivi thérapeutique. Pour les personnes qui se forment, typiquement dans une Nutri, il y a tout un module autour de ça. Mais sinon, soyez accompagnés, c'est extrêmement important. Et puis, toujours dans le cas d'un accompagnement, on pourra par exemple penser à la bétaïne, surtout si on suspecte une insuffisance pancréatique, un manque d'enzymes digestives. Idem pour les probiotiques, ça peut être intéressant dans certains cas, mais dans la majorité des cas de fermentation, de ballonnement, ça va aggraver. Donc il existe certaines souches qui vont permettre de rééquilibrer le microbiote ou d'être bénéfiques dans le cadre de certains SIBO, mais souvent ça aggrave. Donc là encore, il faut savoir ce qu'on fait et être accompagné. On peut penser aussi à des plantes carminatives, c'est-à-dire des plantes qui vont nous aider à libérer nos flatulences en excès qu'on retient, donc notamment le fenouil qui est super après les repas, l'anis vert, le cumin. On peut penser à la menthe poivrée, au gingembre qui va aussi réveiller le feu digestif, la cardamome qui est très bénéfique. Et puis comme je disais précédemment, la gestion du stress est fondamentale. Je pense qu'aujourd'hui, on minimise encore les effets du stress. Je pense qu'on les comprend, mais on agit encore trop peu. Encore une fois, le stress, c'est quelque chose qui va faire que vous allez avoir moins d'enzymes digestives. Ça va réduire le transit intestinal, la motilité intestinale. Et puis, ça peut vraiment favoriser la prolifération de mauvaises bactéries. Donc, intégrer des respirations abdominales avant de manger, intégrer des pratiques de cohérence cardiaque, des pratiques méditatives, des balades en nature. Et sachez que dans mon application mobile, j'ai une app qui s'appelle IG Pocket. Vous avez toute la partie nutritionnelle qui est gratuite. Et vous pouvez tester toute la partie qui est en lien avec les affirmations positives, la méditation, les fréquences sacrées, les sons binauraux et également la respiration comme la cohérence cardiaque. Voilà, comme ça, vous avez plein de choses pour prendre soin de vous. Alors maintenant, si je prends tout et que je récapitule, est-ce que péter, c'est la santé ? Eh bien, je dirais oui, s'il y a peu d'odeur, en tout cas pas d'odeur forte systématiquement, s'il n'y a pas de douleur associée, si c'est lié à une alimentation qui est riche en fibres, et s'il n'y a pas d'autres symptômes digestifs inquiétants. En revanche, je dirais non si c'est excessif et au-delà de 25 à 30 flatulences par jour, si c'est systématiquement très malodorant, si c'est associé à des gros ballonnements ou des douleurs, et surtout si ça impacte votre qualité de vie. Et si c'est le cas pour vous, eh bien faites un bilan, identifiez les causes et ajustez votre hygiène de vie en conséquence. Et puis rappelez-vous, péter c'est normal, c'est physiologique, et avec les bons réflexes, ça peut même être le signe que vous prenez bien soin de votre santé intestinale. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura permis de démystifier ce sujet tabou et de mieux comprendre ce qui se passe dans vos intestins. Donc si vous avez des questions, sentez-vous libre de me contacter sur Instagram, Lisa Salis Life, c'est mon Instagram, ou de laisser un commentaire sous la vidéo YouTube. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, sachez qu'en ce moment il y a cette promotion sur IG Starter, mon programme pour prendre soin de soi sur tous les plans, à toutes les saisons, c'est jusqu'à dimanche, donc je vous mets le lien en descriptif. Je vous retrouve demain, quoi qu'il arrive, pour un épisode sur guérir et grandir. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos intestins. Partagez cet épisode aussi pour rigoler avec les copains et apprendre en même temps. Et je vous dis à très vite.